vous verrez ça assez rarement à la télé. Je parle de la vraie télé, vous savez, la télé mainstream. Des plateaux conçus dans un souci ergonomique. Je m'explique. Vous êtes actuellement sur Internet. Vous avez navigué sur d'autres épisodes qui font partie de cette série à Share Channel développée sous l'impulsion de Jean-Paul Lugan en présence de Victor Waknin. Et votre pointeur, nerveusement, fébrilement, se balade dans tous ces sujets passionnants. Et on a évoqué tant de concepts que sur certains d'entre eux, on n'a pas pris le temps de se poser et de tenter de les définir. C'est ce qu'on va faire dans ce plateau avec sérénité, engagement. Enfin, on va le faire avec sérénité, bien sûr. Mais sérénité fait partie des concepts. Sérénité, engagement, réalisation de soi. Le trio de choc. On va évidemment faire hommage à Jean-Paul Lugan qui, je le rappelle pour ceux qui n'étaient peut-être pas là sur les précédents épisodes, a impulsé ces sujets aussi sur la base d'une enquête dont l'intention explicite était de comprendre les cadres aujourd'hui, la situation des cadres dans leur emploi, dans leur travail au quotidien en France en 2011. Alors, sérénité, engagement, réalisation de soi, est-ce qu'on peut, là, simplement, dans un souci pédagogique, définir ces concepts et nous expliquer, je vais éclaircir ma question, pourquoi ce ne sont pas des concepts bisounours, mais des vrais concepts utiles au management et à la performance de l'entreprise? Alors concrètement, c'est vrai que nous avons conduit une enquête sur les conditions d'emploi des cadres et il s'est avéré, alors on le savait déjà, mais c'est bien aussi de mettre des résultats, c'est qu'il y avait 3 facteurs clés qui conduisaient l'entreprise et les managers à la performance, qui étaient effectivement la sérénité, l'engagement et la réalisation de soi. Alors pourquoi ils sont interpénétrés? Et ça se comprend aisément. Si je ne suis pas serein, j'aurai du mal à être performant. Si je ne suis pas engagé, j'aurai du mal à être performant. Et si je ne trouve pas dans le contenu du travail, dans le contenu de l'emploi, peu importe, Victor me reprendrait là-dessus, de quoi me satisfaire et me réaliser, alors je ne serai pas performant. Donc ces 3 ingrédients de la réussite sont absolument nécessaires. Alors après, comment les travaille-t-on? Effectivement, ça va être toute la question qui va être posée ici sur ce plateau. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de creuser les liens que vous faites entre ces 3 concepts. Alors effectivement, on ne peut pas être performant si on n'est pas serein. La sérénité, c'est ce qui permet de se consacrer uniquement à ce qu'on doit faire et pas regarder ce qu'on devrait faire et le résultat qu'on recherche, et ça c'est important. Deuxièmement, on n'a pas le même niveau de performance si on n'est pas engagé dans l'entreprise. Est-ce que j'ai envie de travailler pour mon entreprise ou au contraire, est-ce que je viens tout simplement pour le chèque à la fin du mois? Et enfin, si je ne trouve pas ce que les Anglais appellent le mortgage day. Absolument. Et si je ne trouve pas dans ce que je fais au quotidien ce dont j'ai besoin, je ne serai jamais performant. Donc on a besoin de cadres aujourd'hui engagés, a fortiori parce que nous sommes dans des périodes de turbulence économique, des périodes de turbulence sociale, où on a besoin vraiment de l'effort de tous et de l'engagement comme de la sérénité, notamment quand on pilote un bateau qui est dans la tempête. Et alors, en quoi, avant de passer la... Ah ben non, je peux poser cette question à Victor. En quoi ces concepts, Victor, se renforcent-ils les uns les autres? Je voudrais encore explorer voilà, ce qui les relie. Alors, ils sont tout à fait inscrits dans la définition des 6 dimensions du bien-être au travail. Donc, je rappelle les 6 dimensions du bien-être au travail. Et j'en donne une version à la Maslow. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas passer d'une dimension à l'autre si elle n'est pas réalisée. Alors c'est une approche qui a l'air de plaire beaucoup parce qu'on me demande beaucoup d'intervenir dans les écoles et universités pour présenter ce concept de bien-être au travail sous forme de nécessité progressive. Alors le premier que je mets en place, c'est ce qu'on appelle, on en a parlé, c'est la rectitude morale. C'est-à-dire si on n'a pas, dans ce qu'on fait, ça heurte notre rectitude morale, on va pas être bien. On va mal dormir ou on va mal se regarder dans la glace. Après, il y a le deuxième, c'est l'utilité sociale. Et puis après, en fait, il y a le troisième, c'est les relations de travail. Et puis après, il y a un quatrième, c'est l'autonomie. Et puis après, il y a un cinquième, c'est le développement personnel. Et puis après, il y a un dernier, c'est la reconnaissance. Donc il y a une progressivité à la Maslow du bien-être au travail. Et c'est ça qui donne du sens au travail. Donc dans ce que disait Jean-Paul, il y a deux dimensions de Maslow que vous retrouvez. La réalisation de soi et la sérénité, qui sont un peu les derniers étages, le 5e et le 6e. Mais l'entreprise, je dirais, quelque part, elle ne va pas pouvoir s'engager sur la sérénité. Pourquoi ? Parce que la sérénité, pour être serein, il faut recevoir un exemple de sérénité. Si j'ai un actionnaire qui est trop court terme, qui est volatile, qui n'arrête pas de... J'appartiens à un fonds d'investissement, un private equity, un hedge fund,
qui est majoritaire de mon entreprise, qui a décidé de vendre mon entreprise, qui fait de l'argent, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises se ressemblent, parce qu'elles font tous le même produit, elles ont tous la même activité, elles font de l'argent. Or, une entreprise et un progrès social, c'est pas de faire de l'argent, c'est de créer des richesses et de les faire perdurer. Donc, si moi, ces actionnaires-là qui ont mis un PDG qui est là pour 3 ans parce qu'il a un charter avec des stock options et qui agit dans l'urgence et qui se transforme et qui saucissonne et qui vend pour rentabiliser, pour saigner la bête, je ne vois pas pourquoi je dois être serein dans cette entreprise. Il n'y a vraiment absolument aucune raison. Donc la sérénité, elle vient du haut. Et si le PDG, la gouvernance, inscrivent de la durée dans l'investissement, dans l'innovation, dans la performance socio-économique, dans le climat social, dans le respect sociétal, et donc si on les sent vraiment engagés, et là on va avoir preuve de confiance, on les trouve sereins dans leur démarche, et là on va pouvoir être serein, et on atteint la dernière dimension, je dirais, du bien-être. Comment ça se mérite, comment ça se gagne la réunion de ces trois notions qui sont pointées comme un idéal, hein, mais est-ce que cet idéal est durablement réalisable? Alors, je rejoins tout à fait Victor, dans le sens où tout part de la tête, tout part du comité de direction, tout part du dirigeant. Si vous avez un dirigeant qui est serein, qui est engagé dans l'entreprise, pas à court terme mais à long terme, et si il trouve non pas des stock options, mais vraiment un projet d'entreprise et une envie d'aller très loin, parce qu'il est lui-même entrepreneur, alors il va transformer ça et il va le transmettre à tous ses collaborateurs. Effectivement, si on a affaire à un préfet de police qui est là pendant 2 ans à simplement gérer la tapisserie de son appartement de fonction, c'est sûr qu'on n'ira pas loin. Et là, effectivement, et ça me fait penser à une chose aussi, vous savez, on se plaint très souvent des vols et de la démarque des salariés, par exemple dans les grands magasins, etc. Mais on peut s'interroger sur le geste et l'attitude éthique d'un patron qui prend un stock option ou qui prend des golden parachutes quand il s'en va et qui incite lui-même par son exemplarité à le petit qui n'a pas l'argent à aller voler dans les rayons, etc. Donc la notion d'exemplarité et d'éthique qu'il y a dans votre posture est absolument essentielle pour qu'on puisse transmettre ça. Si le capitaine d'un bateau n'est pas serein dans la tempête, tout le monde se jette à l'eau, il faut le savoir. On est dans un effet domino. Et ça, c'est important. Donc partons du haut. Et effectivement, je rejoins. Dernière question, ça se méthodologise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout ça, ça peut ressembler à des vœux pieux et c'est frappé au coin du bon sens, très clairement. Et j'arrive à comprendre aussi que si un manager accepte un accompagnement intense de votre part, vous pourrez le coacher, lui rappeler tout ça tous les jours et l'insérer dans cette logique. Mais est-ce que vous avez l'impression, à l'aune de votre carrière, de votre expérience, de ce vécu, que ça rentre dans le cadre d'une méthodologie pour ne rien louper? Est-ce qu'il y a une sorte de dispositif d'accompagnement avec, évidemment, j'entends par là un tronc commun parce que c'est probablement différent pour tout le monde, mais il y a une méthodologie pour ça, pour y arriver? Bien entendu, il y a une méthodologie. Alors, c'est d'abord une stratégie d'entreprise, mais aussi c'est une attitude personnelle de la part des directions. Si moi, je montre l'exemple dans... Mais encore une fois, attitude personnelle, ça ne répond pas à mes questions. Parce qu'une attitude personnelle... Comportement professionnel. Non, il parle d'un outil méthodologique. Oui, vraiment pour avoir un repère, au même titre que le marin va avoir une boussole, je veux dire. La boussole, je peux comprendre aussi que ça peut être vous. Vous pouvez être vous, en tant que coach, le Gemini Cricket de la conscience donc du patron. Moi, je voudrais savoir s'il peut s'en remettre à j'ai envie de dire un référentiel. Le mot est pas terrible, mais quelque chose qui peut être inscrit quelque part, servir de repère pour que ça marche. Et pour qu'en gros, ma question, peut-être je vais la poser autrement parce que c'est encore plus clair, est-ce que ça peut marcher quand vous n'êtes plus là? Voilà. Ben, c'est l'objectif. Un thérapeute n'est pas là pour tenir la jambe ou accompagner quelqu'un toute sa vie. Moi, je suis pour, si je prends un parallèle, la thérapie brève. C'est-à-dire, on est là, 9 séances, comme dans le coaching, et au bout des 9 séances, on arrête. Et on a intérêt, pendant les 9 séances, d'aller jusqu'au bout. Donc, un manager, il se doit d'être en supervision constante et directe, d'abord de son comité de direction, voilà, pour le président, et ainsi de suite. Donc, la supervision, elle doit se faire après, dans le cadre d'une organisation mise en place. Bon, alors c'est une magnifique transition pour passer à l'épisode suivant. Je vous incite à balader votre petit pointeur sur cette page. Je sais, Victor, il m'en veut, il avait un truc à ajouter, mais il va pouvoir le faire dans l'épisode suivant. Puisque l'épisode suivant, que je vous incite à explorer, s'intitule « Devenir un manager épanoui ». Voilà. Donc, on a bien posé les jalons de ce raisonnement. À tout à l'heure, j'espère.